Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. On est ensemble une demi-heure, comme tous les matins, avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est sénateur maire de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. L'affaire Théo est depuis 15 jours au cœur de l'actualité. Théo, ce jeune homme arrêté à Aulnay-sous-Bois dans des conditions très violentes par la police. Vous êtes élu donc d'une grande agglomération, Lyon. Vous connaissez ces problèmes de banlieue qui peuvent exister. Comment vous expliquez la difficulté toujours actuelle des rapports entre les policiers et certains habitants de ces quartiers ? Je crois qu'il y a plusieurs types d'explications. D'abord, si vous voulez, je pense que dans ces grands ensembles, il y a un sentiment quelquefois d'abandon de la part de la population. Et donc, les relations entre la police, les représentants des institutions et puis les populations sont extrêmement difficiles. Et donc, on voit bien qu'il y a un antagonisme fort. Vous savez, moi, il y a quelques années, c'était en 1995, j'avais été élu maire d'un arrondissement et à la Duchère, j'avais eu à connaître de ces problématiques une révolte des banlieues. Et croyez-moi, quand vous êtes dans ce type de situation, c'est extrêmement difficile à calmer. L'attitude des policiers, les contrôles systématiques, certains disent au faciès, le tutoiement, l'agressivité peut-être quelquefois. Oui, je pense que finalement la grande erreur, ça a été de supprimer la police de proximité, celle qui connaissait le quartier, qui connaissait les jeunes. Et de ne pas la rétablir. Oui, et de ne pas la rétablir, sans doute. C'est une des propositions qu'il faudra faire dans le prochain quinquennat, faire en sorte effectivement qu'on retrouve une adéquation entre la population et sa police, parce que avoir des policiers finalement qu'on ne connaît pas, qui viennent, qui font du contrôle sans connaître eux-mêmes les gens en question, les gens qu'ils contrôlent, c'est quelque chose dont on voit bien que cela ne marche pas. On a constaté des violences ces derniers jours dans plusieurs villes françaises, et puis il y a eu aussi des manifestations spécialement contre la violence policière, ce qui a ému Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui s'est exprimé hier après-midi dans ces termes à l'Assemblée nationale. On écoute Éric Ciotti. Monsieur le Premier ministre, les voyous et les policiers ne peuvent pas être mis sur le même plan. On ne dialogue pas avec les casseurs, on les combat. Nous vous demandons aujourd'hui solennellement d'interdire toute manifestation qui parle de violence policière. D'accord avec Éric Ciotti, interdire les manifestations ? Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de rétablir un dialogue. Je vous disais que j'avais connu ces difficultés. Vous voyez, il fallait aller à la fois avoir les relations avec la préfecture de police, avec un certain nombre de jeunes qui étaient sur le terrain et retrouver les voies du dialogue. C'est pas simplement en montrant une force absolue que vous y arrivez. Donc je pense que oui, d'un côté, il faut que l'autorité reste à la loi, mais qu'en même temps, on rétablisse avec celles et ceux qui sont sur le terrain les fils de ce dialogue. Interdire les manifestations, demande Éric Ciotti. Oui, c'est fort. On est dans état d'urgence. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de débordements, qu'il faut calmer les choses, mais il ne faut pas faire en sorte que finalement on ne les aggrave par des mesures qui sembleraient encore plus provocatrices vis-à-vis des populations. Donc vous êtes plutôt hostile à l'interdiction des manifestations ? Il faut. Moi, je suis quelqu'un de ferme, et donc il m'est arrivé par le passé de demander l'interdiction d'un certain nombre de manifestations dans ma ville. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas uniquement comme cela que l'on peut résoudre les problèmes et qu'il y a des problèmes de fond. Les problèmes, évidemment, du chômage. Du coup, les interdire ponctuellement, oui, non ? Oui, c'est possible si on pense que l'ordre public va être troublé de pouvoir interdire, mais on peut pas comme ça, de manière généralisée, sur par exemple toute l'Île-de-France, interdire. Ça serait d'ailleurs censuré par la loi. Alors nous allons parler maintenant de la campagne présidentielle. On est parti avec Gilles Bornstein. Absolument. Vous soutenez la candidature d'Emmanuel Macron pour la future élection présidentielle, ce qui fait de vous, attention, un homme en sursis. C'est ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis à votre place hier. On l'écoute. Il y a un désaccord entre Collomb et Cambadélis sur le candidat à l'élection présidentielle. S'il parraine... Bien sûr qu'il va parrainer Emmanuel Macron. Laissez-moi terminer. S'il parraine Macron, il ne sera plus au Parti Socialiste et on se retrouvera beaucoup plus tard parce qu'on est très amis.
Vous allez être viré de votre parti. Oui, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait finalement une phrase en deux temps. Oui, c'est-à-dire, on va donc exclure Gérard Collomb du Parti socialiste. Et finalement, on le retrouvera après. Donc, cela veut dire, on va regarder ce qui va se passer. Si effectivement Emmanuel Macron est en capacité, comme je le pense, de gagner la présidentielle, évidemment, on n'exclura sans doute pas Gérard Collomb et les autres du Parti socialiste. Vous parrainez Emmanuel Macron? Oui, parrainer Emmanuel Macron. Oui, je parrainerai Emmanuel Macron. Vous avez fait parvenir votre bulletin au Conseil constitutionnel. Pour le moment, ils n'ont pas encore été envoyés, mais lorsqu'ils seront envoyés, évidemment, je parrainerai Emmanuel Macron. Donc là, si on prend Jean-Christophe Cambadélis au pied de la lettre, là, vous serez exclu du Parti socialiste. Oui, c'est possible. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont été exclus du Parti socialiste, qui y sont toujours. En fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est bien votre truc. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette phrase? On voit bien que ça dépense les chicayas de partis. Aujourd'hui, notre pays se trouve dans de grandes difficultés. On voit bien le taux de chômage, vous allez en parler, ou vous en avez parlé tout à l'heure. On voit bien, évidemment, ce qui se passe, la fracture sociale qui existe dans notre pays. Tout le reste, permettez-moi de dire que c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la France. Alors après, moi, je suis au Parti socialiste depuis les années 69-70. Je l'ai même créé, ce parti. Donc, je l'aime. Donc, ça me ferait évidemment quelque chose d'en être exclu demain. Mais je ne pense pas que cela puisse être une décision de la part des dirigeants du Parti socialiste. D'un mot, le mouvement d'Emmanuel Macron s'appelle En Marche. Il y aura 577 candidats dans les circonscriptions de En Marche pour les législatives. Oui, il y aura effectivement des candidats d'En Marche partout. Donc c'est un vrai parti aujourd'hui, vous le considérez comme ça? Ah oui, on va atteindre bientôt les 200 000 adhérents. Il n'y a pas beaucoup de partis qui effectivement atteignent ce chiffre-là. Moi, je vois dans les meetings que je fais actuellement, quand il y a le Parti socialiste, on réunit 50, 100, 200 personnes. Et là, chaque fois, il y a des foules considérables qui se pressent. Nous étions 16 000 à Lyon pour le dernier meeting. Oui, des curieux. Non, pas que les curieux. Des gens qui sont prêts à se mobiliser et qui vont faire du porte-à-porte, qui vont convaincre parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent qu'il y a là une voie nouvelle. Et on y revient dans un instant, dans une minute même. Il est 8h40 sur France Info. Laurent Sénéchal pour l'essentiel. Le Parlement européen doit valider tout à l'heure le CETA, le traité de libre-échange entre Union européenne et Canada. Des centaines de manifestants ont prévu de se rassembler à Strasbourg pour dénoncer le texte qui menace, selon eux, l'élevage ou la santé en Europe. Thierry Solère veut porter plainte pour diffamation après les informations du Canard enchaîné. L'hebdomadaire affirme que le porte-parole de François Fillon a omis de payer une partie de ses impôts sur le revenu entre 2010 et 2013. François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, est lui-même visé par une enquête pour détournement de fonds publics après les révélations du Canard enchaîné. Un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo, visé par une seconde enquête. Il est soupçonné de violence sur un autre jeune d'Aulnay-sous-Bois. 4 policiers sont mis en examen pour avoir sérieusement blessé Théo, 22 ans, pendant son interpellation il y a 2 semaines à Aulnay. Un fait divers qui a entraîné des affrontements en banlieue. Le demi-frère de Kim Jong-un assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. La Corée du Sud dénonce la brutalité du régime nord-coréen. L'homme de 45 ans était vraisemblablement empoisonné lundi. L'émission politique de France Info se poursuit jusqu'à 9h. Question, c'est vous, Gilles Bornstein. Oui, on va réécouter Jean-Christophe Cambadélis. Alors non seulement il veut vous virer de votre parti, mais en plus, il trouve que vous n'avez pas de programme, enfin qu'Emmanuel Macron n'a pas de programme. Mais moi, je voudrais éclairer le tapis, je veux dire, où il est. Enfin, je lis dans les Échos qu'on va réduire la dépense publique à 50%. C'est exactement le programme de Fillon. C'est ça son programme? Je n'en sais rien aujourd'hui. Donc je ne peux pas non plus. Vous voyez, d'un côté, on a Fillon qui nous empêche le débat, et de l'autre côté, on n'a pas de programme. Pas de programme Emmanuel Macron. Alors, si vous voulez, Jean-Christophe Cambadélis va être satisfait, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il présenterait son programme le 2 mars prochain. Donc, il va pouvoir lui aussi adhérer. Non, on voit bien qu'Emmanuel Macron a déjà annoncé beaucoup de mesures. Lorsque l'on regarde finalement les axes directeurs du projet qu'il propose. D'abord, c'est autour du travail, à la fois pour l'employeur, essayer de diminuer le coût du travail, parce que c'est le manque de compétences
compétitivité. C'est un peu ce qu'on a fait avec le CICE et le pacte de responsabilité. Et on s'aperçoit que ça marche, puisque aujourd'hui, il y a 191 000 emplois qui ont été créés en 2016. Ensuite, essayer de revaloriser le travail pour les salariés. Et donc, il permet à la fois pour les smigards de toucher plus. Il veut augmenter de 50% la prime d'activité. Il y a des projets sur l'école, le doublement effectivement de l'encadrement dans les REP, l'autonomie donnée aux établissements. Il y a des projets dans la santé, il y a des projets dans l'environnement, il y a des projets dans le logement. Je pourrais vous citer l'ensemble des sujets qui intéressent les Français et vous verriez effectivement qu'il y a des projets de la part d'Emmanuel Macron. Mais tel que la campagne est amenée, on a l'impression finalement que le programme, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour l'instant et toujours jusqu'au 2 mars, c'est l'incarnation. Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est une incarnation. Mais seulement une incarnation. Non, je pense que c'est à la fois un programme ou une incarnation. Vous savez, les gens qui viennent, ils viennent pas simplement parce que Emmanuel Macron incarne quelque chose. Si, peut-être ce qu'il incarne, c'est que beaucoup de politiques aujourd'hui pensent la France telle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Et lui, tout d'un coup, pense la France, l'Europe et le monde tel qu'il va être dans les 20-30 prochaines années. À la fois, il montre les changements auxquels nous allons être confrontés, et en même temps, il indique les pistes pour faire face à ces défis. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Vous n'exagérez pas un peu? Parce que moi j'ai écouté Emmanuel Macron, je n'ai pas compris dans quel monde on va vivre dans 20 ans. Enfin, si c'est pas non plus... si, écoutez, les défis... Ça n'existe plus, les phares de la pensée, si je puis me permettre, Gérard Collomb. Eh bien, je pense que lui, d'une certaine manière, éclaire l'avenir. Vous voyez, moi, comment j'ai adhéré à Emmanuel Macron. Il se trouve que nous avions l'université des réformateurs quelque temps avant l'université du PS à La Rochelle. Et on l'avait invité. Et donc, tout d'un coup, il nous parlait ce que les révolutions technologiques allaient entraîner comme changement dans l'avenir, comment elles allaient remettre en cause un certain nombre de piliers de nos sociétés, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et donc, il disait, voilà, nous avons un pacte à refonder, et je crois qu'il a raison aujourd'hui. On s'aperçoit qu'un certain nombre de piliers, vous allez parler tout à l'heure de l'assurance chômage et de son déficit, eh bien, on voit bien que le pacte qui avait été établi ne marche plus aujourd'hui, que le pacte social qui était celui des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale ne marche plus. Nous avons effectivement une société à redéfinir. Il y a aussi le candidat du Parti socialiste a des visions totalement antagonistes et lui aussi pense l'avenir. Enfin, ce que je veux dire dans la suite de il la pense, si vous voulez. C'est pas non plus révolutionnaire ce qui se passe. Il la pense, mais de manière, je dirais, totalement irréaliste. Qui croit aujourd'hui au revenu universel qui fait qu'on va avoir 360 milliards à consacrer. Vous voyez, la première année, il chiffre à 45 milliards. 50 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Moi, qui suis maire d'une ville, je sais que ce sont des promesses qui sont totalement irréalistes et le problème des politiques, c'est d'avoir trop souvent eu un décalage entre ce qui était annoncé et ce qui était réalisé. On aurait du mal, on irait interroger des gens dans la rue comme ça. Dites-moi une mesure d'Emmanuel Macron, quelque chose qui vous a marqué, on aurait du mal à récupérer une réponse. Vous le savez ça? Non, je ne crois pas. Vous irez voir des gens, par exemple sur l'école, le fait que dans les REP, dans les quartiers difficiles, on dédouble effectivement les classes pour leur donner plus de chances, c'est quelque chose qui marche. Sur le problème du travail, ils ont bien compris que pour lui, c'était une question centrale. Certains ont d'autres problématiques. Lui, effectivement, c'est faire en sorte que la France recrée des emplois et qu'on n'ait plus la perte de 700 000 emplois industriels comme on l'a eu dans les 10 ans. Gilles Bernstein. Peut-on être président de la République à 39 ans, pas même 40 ans, dans un monde avec assez peu d'expérience finalement, dans un monde où il faudra affronter Donald Trump et Vladimir Poutine? Oui, j'y crois. Je crois qu'il y a une nouvelle génération qui peut-être comprend mieux le monde que beaucoup de gens plus âgés. À 39 ans, vous auriez pu être président de la République? Moi, j'ai une certaine expérience. On peut dire que cela fait maintenant 15 ans que je suis maire de Lyon, que cette ville ne marche pas trop mal. Nous sommes aujourd'hui, du point de vue de l'attractivité économique, 10e en Europe.
l'Europe, donc je veux dire, on ne me raconte pas les choses. Et lorsque je discute avec Emmanuel Macron, je m'aperçois que sur tous les sujets, que ce soit sur les sujets intérieurs, mais sur les sujets de politique extérieure, il a une véritable vision. Trump, Poutine, il faut être costaud pour faire face à tout ça. Hein. Eh bien oui, mais je pense que c'est quelqu'un de costaud. Emmanuel Macron, vu par François Bayrou, vous savez ce que ça donne? Ça donne ceci, on écoute. Ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Or, je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Emmanuel Macron, c'est le pouvoir de l'argent. Oui, il disait, c'est la même chose que finalement que ce que proposait à un moment donné théoriquement Strauss-Kahn. Oui, c'est un socialisme de la productivité, un socialisme de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose sur lequel, personnellement, je reste. Et donc, on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais peut-être y aura-t-il des capacités de discussion entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Vous avez des informations là-dessus ou c'est en l'air ? Non, simplement, j'écoute ce qu'il dit. Il est en train de vendre son livre. Donc, évidemment, il le vend très fort. Vous auriez pu prendre d'autres passages où, avec Fillon, il était encore plus dur. Là, ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à la promotion du livre. C'est un propos qui a un bon mois. Mais il dit les forces de l'argent parce qu'il y a le profil d'ancien banquier chez Rothschild pour Emmanuel Macron. C'est un problème, c'est pas un problème ? Écoutez, si Emmanuel Macron avait voulu faire de l'argent, franchement, il serait resté dans la banque. Il a décidé de faire autre chose parce que je crois qu'il aime son pays et qu'il a envie de servir la France et donc de s'engager totalement. Vous êtes totalement séduit, hein ? Oui, moi je suis très séduit par ce que fait Emmanuel Macron. Je dois dire que c'est quelqu'un que j'ai découvert, que j'ai testé parce que je l'ai fait venir plusieurs fois à Lyon pour voir comment il réagissait par rapport à des publics différents, à la fois des cadres, des dirigeants, mais en même temps avec un certain nombre de militants de base. Et chaque fois, il avait la réponse juste aux questions que se posaient. Un homme providentiel ? C'est un homme providentiel ? Pas un homme providentiel, il n'y a pas d'homme providentiel, mais c'est quelqu'un qui peut correspondre à son temps. Vous voyez, nous sommes dans une relève de génération, avec des gens qui connaissent d'autres problèmes que nous. Vous voyez, la génération qui est née après 90, elle n'a connu que le chômage de masse. Pour moi, ce n'était pas un problème quand j'étais jeune. On était dans une autre société. Eh bien, lui comprend bien les problèmes, à la fois les espérances, mais les angoisses également de la société d'aujourd'hui et des jeunes d'aujourd'hui. Allez, le tour du monde en 1 minute avec Laurent Sénéchal. Il est 8h50 sur France Info. Déjeuner entre François Fillon et Nicolas Sarkozy ce midi. Le candidat de la droite à la présidentielle a encore exigé le soutien des parlementaires, les Républicains, hier. Il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Le porte-parole de François Fillon, Thierry Solère, est lui soupçonné de fraude fiscale. Le Canard enchaîné affirme qu'il a omis de payer une partie de ses impôts sur le revenu entre 2010 et 2013. Le député des Hauts-de-Seine veut porter plainte pour diffamation. Les partenaires sociaux se retrouvent cet après-midi pour parler de l'assurance chômage. Les négociations reprennent après 8 mois d'échecs. Le principal désaccord porte sur les CDD de courte durée. Les syndicats veulent les surtaxer, ce que refuse pour l'instant le MEDEF. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à Washington. Il doit rencontrer Donald Trump. Le président américain affirme ne plus chercher à tout prix la solution à 2 États pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Victoire 4-0 du PSG face à Barcelone. C'était hier soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions de football. Le match retour a lieu dans 3 semaines, le 8 mars prochain, au Camp Nou. France Info. Gérard Collomb est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy. François Fillon se débat toujours dans l'histoire de l'emploi de sa femme et de ses enfants comme assistant parlementaire. Il se dit victime d'un acharnement. Vous le ressentez comme ça ou pas, Gérard Collomb ? Non, je crois qu'il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. La preuve aujourd'hui, c'est qu'il va voir Nicolas Sarkozy, avec qui il avait eu des mots très durs pendant la primaire, en particulier sur ces sujets-là, en disant on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Donc voilà, il a commis effectivement des actes qui moralement sont difficilement supportables par les Français, mais c'est son problème. Moralement, c'est pas le seul employé, c'est pas le seul parlementaire à employer des gens de sa famille. Vous dites moralement, vous ne l'avez pas dit légalement, vous avez dit moralement. Oui, mais vous voyez, c'est difficile d'une certaine manière.
quand vous surpayez. Vous voyez, par exemple, l'indemnité qui était versée à son épouse était plus importante que l'indemnité d'un certain nombre de parlementaires. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui semble disproportionné là-dedans. Mais c'est pas mon sujet, c'est pas là-dessus qu'on veut faire la campagne. Si on vous demande est-ce qu'il peut demeurer candidat à l'élection présidentielle, vous répondez ? C'est à lui de le voir, à lui et à ses équipes. À la justice peut-être aussi. À la justice, sans doute, oui. Mais vous, ça vous arrange dira quand même. si effectivement c'était donc relevable de la justice, et la justice le dira. Mais ça arrange quand même la candidature d'Emmanuel Macron, les ennuis de François Fillon, non ? Oui, bien sûr, mais en même temps, on ne veut pas faire toute la campagne là-dessus. Vous avez remarqué qu'on a été relativement discret sur ces problématiques, qu'on n'a pas tapé comme le font d'autres candidats, parce que la France mérite mieux que des débats qui sont finalement des débats qui, aux yeux de l'étranger, dévalorisent notre pays. La transparence, c'est pas un débat qui dévalorise. Non, la transparence, c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, dès le début, par exemple, de la création d'En Marche, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait être parfaitement transparent. Il est en train, aujourd'hui, avec ses équipes, de sélectionner les candidats. L'exigence première, c'est pas de condamnation judiciaire, parce qu'effectivement, nous ne voulons que des gens transparents. Revenons à Emmanuel Macron. Il a encore fait la une de Match la semaine dernière, de Paris Match la semaine dernière. Comment dire, on a l'impression qu'il est un peu nombriliste, qu'il s'aime beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y ait chez Emmanuel Macron cette tentation. Vous savez, c'est quelqu'un qui est dans les relations individuelles extrêmement simple. Moi, j'ai connu beaucoup d'hommes politiques. Avoir des contacts aussi directs avec Emmanuel Macron, j'ai rencontré assez peu d'hommes politiques qui soient de cette manière. Mais de la même manière, lorsqu'il croise des gens dans la rue, il a des relations très simples. Même quelquefois, il pense toujours, quand il voit un certain nombre d'adversaires politiques, qu'il peut convaincre, et il va toujours au contact. On lui dit quelquefois, Emmanuel, tu vas un peu loin. C'est un peu un signe de surconfiance. Ça, c'est un peu un signe de... on est dans la psychanalyse. Voilà, de super confiance en lui, de penser qu'il est le meilleur, qu'il est capable de convaincre tout le monde, effectivement. Oui, je pense qu'il a cette conviction qu'il peut convaincre. Mais en même temps, quand on veut être président de la République, il faut penser qu'on a une capacité à convaincre. Il sait que les choses seront difficiles dans l'avenir, qu'il ne va pas hériter d'une situation qui est facile, qu'il va falloir qu'il argumente par rapport aux Français, qu'il les convainque de faire un certain nombre de réformes. Oui, il a cette conviction-là, cette capacité-là à penser qu'il peut bouleverser l'avenir. Mais cette dernière une de Paris Match a fait un peu ricaner quand même. On se dit, tiens, encore Emmanuel Macron. Il s'aime bien quand même. On se dit ça. On se trompe. Écoutez, si Paris Match aime bien Emmanuel Macron, c'était pas dans l'autre sens, mais oui, d'accord. Bon. Il y a parfois des gestes qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on essaie de décrypter cette campagne qui ne ressemble à aucune autre. Et alors hier, on a vu soudainement apparaître une gerbe sur la tombe de Roger Hanin en Algérie. Et alors, ce qui était assez choquant, employons le mot, c'est qu'il y a le nom d'Emmanuel Macron en énorme sur la gerbe. C'est assez étrange. Et pourquoi ce geste symbolique de quoi ? Pourquoi le geste symbolique, tout simplement, du fait que Roger Hanin était un symbole un peu de réconciliation entre les pieds noirs, donc ces Français qui étaient nés en Algérie, et puis en même temps le peuple algérien. C'était quelqu'un qui aurait pu être dans le ressentiment et qui était dans la générosité. Mais généralement, sur une tombe, on ne met pas son nom en énorme, quoi. Écoutez, il voulait signer si effectivement il y avait donc simplement une gerbe qui était déposée. On ne savait pas par qui elle était déposée. Lorsque moi je dépose tous les jours, je mets effectivement, je signe les gerbes pour qu'on voit effectivement que c'est un hommage que nous rendons. Bien. Vous avez une autre question importante. Oui, nous avons repéré, nos services ont repéré un baryton qui conseille désormais, qui coach vocalement Emmanuel Macron. C'était probablement nécessaire. Je ne sais pas si c'était nécessaire. On l'entend. Je serais incapable de vous dire quel est ce morceau pour ce qui me concerne. Oui, mais en fait, ce monsieur qui a une belle voix conseille Emmanuel Macron. Si vous voulez, lorsque vous faites 2-3 meetings par jour, vous avez intérêt à conserver votre voix et à ne pas la pousser trop fort. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'il soutenait Nicolas Sarkozy en 2007 à Bercy.
le même. Ah bah vous savez, quand on est dans Comme la quoi musique, on est universel. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mais bon, c'est une belle réponse. Quand on est dans la musique, on est Quand on universel. est dans le foot, on est aussi universel. Est-ce que le Lyonnais que vous êtes a aimé la victoire du PSG hier? Ah oui, moi, dès que le PSG joue contre une équipe étrangère, j'adore le PSG. Pas contre Lyon, vous voulez dire. Mais lorsqu'il y a un Lyon, j'aime mieux que ce soit Lyon qui gagne. Mais on va dire qu'on est dans une passe un peu plus mauvaise, mais ça va revenir, j'en suis sûr. Ah mais je constate que vous vous félicitez de la victoire du PSG, je m'en félicite. Mais il y a Jean-Michel beaucoup de- Aulas aussi. Il y a beaucoup de Lyonnais qui se félicitent de la victoire du PSG. Faire en sorte que Très bien, les ça grandes m'avait échappé, c'est équipes une- Ils vont être françaises exclus de la puissent Ligue des jouer les premières places en Europe, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, Parfait. nous voudrions au niveau politique que la France joue à nouveau les premières places en Europe. Eh bien, ce que nous voudrions, c'est que demain, avec Emmanuel Macron, ça soit comme le PSG avec le Barça. Parfait, Voilà, fort bien. c'est le mot de la fin. Merci Gérard Collomb d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et à demain, merci beaucoup.